C'est bon, j'ai lancé un. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu du football camerounais. On va essayer de parler un peu des grandes lignes de l'histoire du football camerounais et essayer de parce que beaucoup de gens forcément ne connaissent pas l'histoire. Oui, comment ça s'est développé. Ils connaissent surtout l'histoire à partir de la période des Roger Mila. Non, même pas. Je dis notre génération, c'est surtout la période des. Je pense que notre génération ne connaît pas. Oui, mais ils connaissent, ils ont. Ah, mais ils n'ont pas cherché à comprendre. On était petits quand il y avait les petits mots 80. Je parle, notre génération, c'est plus la période d'Mboma et tout. Ils n'ont pas cherché à découvrir un peu comment les choses se sont mises en place. En fait. Donc, en fait, c'est pour ça on va essayer de parler de l'historique un peu, des grandes lignes. Des grandes lignes un peu. De l'histoire du football camerounais, en fait. Donc là, on va commencer à la période où ça commence à se développer. Si on veut dire les années, on pouvait commencer avec le premier vainqueur de la Ligue des Champions, Oryx, et autres et tout. Mais moi, j'ai toujours envie qu'on commence avec la CAN 72. 1972. La Coupe africaine des Nations. Ces 5 mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation, le Cameroun, et dans les cœurs de toute l'Afrique. Nous accueillons avec la joie et dignité nos pays frères. Les spectateurs camerounais, enthousiastes, étaient venus par dizaines de milliers pour l'amour du football, mais, il est vrai, aussi, pour assister surtout à la victoire de leur équipe face aux 7 autres nations qualifiées. C'est à partir de la CAN 72 que le football camerounais, je pense, met un peu dans le continent parce que il faut le dire, c'était organisé. C'était organisé au Cameroun en fait, parce que la CAN 72 est organisée au Cameroun et autres et tout. C'est là où même notre stade, je crois que c'est là où on construit notre stade, Amadou Ahidjo et autres et tout. Et c'est là où on a mis en place et autres et tout. Je pense que c'est à partir de là que le football camerounais a commencé à prendre de l'ampleur à leur pays. Malheureusement, on était arrivé jusqu'en demi-finale. Et il y avait eu une sorte de corruption, je crois. Non, en fait, c'était, je crois, les demi-finales, ça s'était joué sous tirage au sort. Tirage au sort, et on avait mis 2 équipes. Je crois que c'était le Congo. On avait mis les 2 mêmes équipes. Là, c'est ce que l'histoire, la légende raconte. Je pense que c'était vrai. En fait, je crois qu'ils voulaient éviter, je ne sais pas si c'était le Mali ou c'était une autre équipe. Et ben c'était le Maroc, je pense. En tout cas, on dit qu'ils avaient mis 2 mêmes équipes dans le tirage au sort pour qu'ils se rencontrent. Je crois que c'était le Congo. Oui. Et ils ont perdu contre le match qu'ils pensaient qu'ils allaient, contre le Congo, qu'ils allaient gagner. Le Congo et on est en demi-finale. Donc, mais cette CAN-là, même si on ne l'a pas gagné ou quelque chose là, le fait qu'il y ait eu cette effervescence-là et autres et tout a permis au Cameroun de commencer à s'intéresser au foot. Oryx, c'était les années 60. Non, Oryx c'est 68 qui gagne la Ligue des Champions. Le premier vainqueur, je crois que c'est même le premier vainqueur de la Ligue des Champions. De l'histoire de la Ligue des Champions. De l'histoire de la Ligue des Champions africaine, le premier vainqueur c'est Oryx. C'est un club camerounais. Oui, de Douala. Et autres. Mais dans les années 70, 72, la CAN a permis vraiment de rassembler les Camerounais autour du foot et autres. Et après, quelques années dans les années 70, c'est à la fin des années 70 que là, avec les clubs. Ah oui, et puis à partir des années 60, milieu des années 78, milieu des années 77 et autres, le canon de Yaoundé. C'est là où le football camerounais commence à devenir important. Parce que c'est la naissance un peu des grands joueurs qu'on va voir là. Les Abega Théophile, qui était ballon d'or, je crois, à l'époque. Il était en ballon d'or, je crois, en 79. Oui, il était ballon d'or à l'époque. Parce que, il faut dire aux gens, avant Mila, avant Eto, c'est lui la première star du football camerounais. Non, il y avait d'autres. Oui, les Koto Colbert, les Bapelipe et autres et tout. Mais moi je le vois parce que c'est le premier ballon d'or. Ah oui, bon, reconnu un peu à l'international. Oui, il y a les Koto Colbert, on peut parler de tous ces mecs là, tu vois un peu. Mais lui, il est la première star africaine, le vrai star camerounaise reconnu dans l'Afrique. Tout le monde, quand tu les parles, tu lui dis Abega. Pour un peu imaginer un peu le style de joueur que c'était. Si vous voyez Yaya Touré, c'était un peu comme ça. C'est le grand élancé, élégant qui était au milieu de terrain et autres. Et le canon de Yaoundé, je crois qu'ils ont gagné 2 Ligues des Champions. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions africaines, ils gagnaient des coupes africaines encore. Et c'est à partir de là que vraiment le football camerounais
prend son envol parce que la structure de cette équipe-là, c'est celle que vous allez la voir en 82 en fait. Oui, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde 82. Parce que 82, c'est la première qualification du Cameroun à une Coupe du Monde. Oui. Et maintenant, pendant la Coupe du Monde, là, le Cameroun ne va pas perdre aucun match. Ouais. Et on a dit même que le dernier match contre la Pologne, on pouvait se qualifier. Il y a eu des magouilles, erreurs d'arbitrage bizarre. Mais quand tu vois même le premier match contre l'Italie des Gradiani, l'Italie qui va devenir champion du monde après là, tu voyais déjà comment techniquement les mecs étaient au-dessus, comment les mecs arrivaient et autres. Et le Cameroun doit porter ça. C'était la première fois qu'on voyait une équipe africaine qui n'était pas ridicule en compétition internationale par rapport au Zaïre de 74 qui encaissait c'était 8-0. 8-0, 9-0 et autres. C'était la Le première fois. Maroc aussi. Non, c'était le Maroc. Il y a eu une équipe Je sais pas. C'était pas l'Algérie. L'Algérie c'était en 82. L'Algérie c'est en 82. Oui, c'est en 82, c'est la même compétition. C'est la même compétition. Le Cameroun et l'Algérie ont marqué cette compétition-là. L'Algérie avait gagné l'Allemagne de 1, même s'ils ne sont pas sortis. Parce qu'il y avait combine encore avec l'Allemagne et l'Autriche. Le Cameroun et comment on appelle ça, l'Algérie avait marqué la compétition. C'est la première fois qu'on voyait des équipes africaines qui n'étaient pas ridicules en compétition internationale. Et la base de l'équipe était vraiment l'équipe du canon de Yaoundé qui était des années 70. de la fin des années 70 que vous voyez là. Il y avait, comment il s'appelle, avec Théophile, il y avait encore un autre. À cette époque, non, en 82, le gardien, comment il s'appelle, tout le monde connaît déjà espagnol. Je pense qu'il en Il y a déjà quelques joueurs en 82. Je pense qu'il C'est à partir de la Coupe du Monde qu'on l'a recruté à espagnol après. Parce que je pense pas. Oui, je pense qu'il était déjà Je pense qu'il était déjà espagnol. Mais il vient du canon de Yaoundé. Il y avait encore l'autre là. Vida Arantes, qui était aussi du canon. En fait, la structure de l'équipe était l'équipe du canon. Et le gars qui avait eu l'idée de structurer une équipe comme ça, c'est l'entraîneur français Jean Vincent, qui a énormément fait pour le football camerounais. Jean Vincent, c'était un ancien joueur et je ne sais pas s'il avait été coach à Nantes. Mais c'est quelqu'un qui. Non, il est parti. Tout le monde connaît parti après la Coupe du Monde. Il était à Canon. Il était au canon de Yaoundé. C'est la Coupe du Monde là qui le rend. qui permet qu'il parte. Mais Jean Vincent, je pense que Jean Vincent, c'est lui qui a eu l'idée de former un peu l'équipe autour de structurer l'équipe autour du canon de Yaoundé. Et lui, pourquoi l'équipe Cameroun avait un jeu très flamboyant? Parce que c'était un jeu vraiment fait de passes, fait de trucs un peu. C'est parce que c'était le jeu à la nantaise de Jean Vincent. Jean Vincent vient de Nantes. Dans Nantes, on joue un football très léger, à une touche de balle et autres. Et le Cameroun jouait comme ça. Donc Jean Vincent, c'est un peu le premier entraîneur camerounais qui a vraiment permis le développement aussi du football. C'était un Français. Oui, c'était un Français, c'est un Français. Et c'est lui qui est venu un peu et aussi pour la... Si on domine les années 80 en Afrique, c'est grâce aux idées de Jean Vincent. C'est autre et tout là. Donc après la Coupe du Monde 82, c'est là où le Cameroun enclenche un peu son cycle de domination continentale. Parce qu'en 84, ça se jouait ou la CAN 84? Je crois que ça se jouait au Nigeria. C'est au Nigeria ou oui, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est au fait Boigny qui donne ça. En tout cas, la CAN 84, ce sera la première CAN que la Coupe d'Afrique des Nations, la première Coupe d'Afrique que le Cameroun va gagner contre le Nigeria. Et après en 86, ils sont en finale au tir au but en 86 contre l'Égypte. L'Égypte du grand joueur, le président actuel de Alani. Ah, j'ai oublié son nom et autres. C'était le plus grand joueur égyptien de tous les temps. Donc, et après 86, 88, on gagne encore c'est au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était entre la Coupe du Monde 82, la CAN 84, la CAN 86, la quatrième période de domination du football camerounais sur le plan africain. Et 88, tu as oublié? Oui, 88 aussi. Et comme tu commences par le canon de Yaoundé. Parce qu'il y a le canon de Yaoundé à la fin des années 70. Il y a dans les années 80 le canon de Yaoundé gagnait aussi. Donc non, je pense pas qu'ils aient gagné. Ils étaient en finale, on a toujours eu du mal contre les Égyptiens. Le canon de Yaoundé, je crois qu'il a gagné une coupe de Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la Coupe des Coupes africaine en 80. Non, la Ligue des champions africaine en 80. Oui. Et en 84, ils étaient en finale de la Coupe des Coupes. Contre une équipe égyptienne, c'est quoi que c'était à Alani ou Zamalek? En tout cas, c'était en finale. Oui, mais c'était pas la domination. C'était pas la domination, mais je veux dire qu'il y avait quand même cette, comment on appelle ça, cette constance-là, qui permet que, qui montrait vraiment que c'est le canon de Yaoundé
C'est parce que tu reviens toujours au canon de Yaoundé. C'est le canon de Yaoundé qui était le moteur. Comme un peu l'équipe d'Espagne avait le Barça. Voilà, oui. Tu vois un peu c'était le socle de l'équipe nationale, c'était le gars du canon de Yaoundé un peu. Donc c'est ça qui faisait qu'on dominait pendant longtemps, jusqu'à 88. Et puis il y a. C'était un peu comme si c'était l'apothéose, un peu de tout ce travail qui a commencé. C'est la Coupe du Monde 90 qui a commencé aux années. C'est l'apothéose de cette. Comment on appelle ça, de cette période-là en fait. C'est le dernier classe, c'est un peu équipe de France 2006. 2006, oui, ben non, même pas. 2006 pour l'équipe de France, ça je pense que c'est les restes. Non, parce que les gars, il faut qu'on parle de même quand ils gagnent, la France, on fait un aparté. Même quand la France gagne, quand elle est en 2006. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même deux coupes de confédération aussi. Ils ont 2001 et 2003. Et autres et tout. C'est pas parce qu'ils ont eu le quad de 2002. Ils étaient quand même toujours. Regarde comment ils ont gagné la Coupe des Confédérations comme s'ils blaguaient. C'était une époque quand même de dominer. Ils dominaient, hein. La différence, c'est que je considère ça comme les restes en fait. Moi, je considère. Les 90, c'est pas les restes. Non, moi, en 90, c'était comme si c'était la cerise sur le gâteau de toute cette période-là. Voilà. Alors que la France, c'était comme les restes. Oui, c'est 2008 pour le Cameroun. Ouais, je vois. Tu vois, c'était comme des restes. C'est un peu la revanche des champions. Voilà, l'orgueil des champions. C'était pas le cerise. Le truc, c'est 2000, la cerise. Oui, c'est 2000. Ça pourrait même être aussi 2002. Hein. Ouais, s'il y avait pas eu cet accident-là, ça pouvait être bon. Mais, on va pas se perdre sur le. Donc là, on était aussi la Coupe du Monde 90, là où Roger Mila vient par décret président. Il voit qu'il avait arrêté sa carrière. Oui, il avait arrêté sa carrière, je crois, en 88. Il a arrêté sa carrière internationale. Internationale. Oui. Puisqu'il jouait, je crois qu'il était parti à Saint-Pierrois. C'était un club amateur. Ouais. 6e division française. Ouais. Il avait pris sa retraite, mais maintenant, quand on avait fait la sélection pour la Coupe du Monde, on ne l'avait pas sélectionné. Oui. Et le président avait fait un décret présidentiel. On le sélectionne en fait. Ouais. Donc à cette époque, il avait 38 ans. 38 ans, ouais. Et ça, c'est l'âge officiel. Peut-être qu'il avait même plus que ça. Le mec qui fait la Coupe du Monde. Il se révèle au monde en fait. C'est là où les gens. Il marque 4 buts, je crois. Il a marqué 4 buts. 4 buts avec il était remplaçant. Pendant toute la compétition, il était remplaçant, il ne jouait pas. Quand j'ai revu les matchs, j'ai dit attends, il n'était pas titulaire quand il faisait tout ça. Il n'était pas titulaire du tout. Et il était remplaçant, mais c'est lui qui changeait toujours le cours du match. Et, Roger Mila, c'est là où la légende de Roger Mila. Bon, la Roger Mila, c'est la Coupe du Monde 90. C'est la Coupe du Monde 90. C'est que ça. Et ça a eu un impact énormément. Le Cameroun a eu un impact énormément sur le football un peu à cette période-là parce que des règles ont même changé à cause de l'équipe du Cameroun par rapport par exemple, les passes aux gardiens. Les passes aux gardiens. Cameroun-Angleterre, on perd 3-2. Les passes aux gardiens parce qu'à un moment donné. Je pense que c'était surtout Cameroun-Argentine. Je sais pas si c'était Cameroun. C'était Cameroun-Argentine surtout. Parce que là, il menait 1-0. Ouais. C'est là où il faisait tout le temps, le défenseur partait. Jusqu'au milieu de terrain, il dégageait, il partait. Et il repartait faire la passe. Je crois que c'est Platini qui a suggéré cette idée-là. Quand il commençait aussi de le couper ça. Et autres et tout. Et après aussi, ce qui me plaît aussi, un peu, la petite anecdote aussi un peu. Thomas Nkono aussi avait marqué les gens. En 82. Oui. C'est à partir de 82 qui. Non, même à la Coupe du Monde 90, il est titulaire. Il est titulaire. Il est titulaire. Il a marqué des gens aussi parce que Buffon a voulu devenir gardien. John Buffon, le gardien de la Juve, a voulu devenir gardien parce qu'il a vu Thomas Nkono. L'idole de John Buffon, c'est Thomas Nkono. Son premier fils s'appelle Thomas parce qu'il est fan de Thomas Nkono. Ouais, il était même venu au jubilé, non? C'était Roger Mila. Non, c'était le jubilé de Thomas Nkono en 2000. Il a fait ça en 2000. Il fait son jubilé en 2000. Je pense qu'il avait fait un. Mon ami, hey. Senza saperlo, loro sono stati veramente dei punti di riferimento importanti per tantissime persone. Quindi quando è nato mio figlio si chiama Louis Thomas e il nome Thomas una sorta di ringraziamento e di volermi sdebitare, perché probabilmente se sono quello che sono diventato lo devo proprio a questo tipo di folgorazione che ho avuto. Jubilé en 2000,
Je me rappelle plus, mais en tout cas, je sais qu'il était venu. Il était venu au Cameroun et autres. C'est Thomas Nkono qui l'avait amené parce qu'il est un fan absolu de Thomas Nkono. Donc, cette équipe a eu beaucoup d'impact et l'Afrique aussi. C'était la première fois qu'une équipe africaine arrivait au deuxième tour et autres. J'aimerais apporter une rectification à ça parce que ce n'est pas le Cameroun qui était la première équipe africaine à arriver au deuxième tour de la Coupe du Monde, c'était le Maroc. Je pense qu'en 86, le Maroc était parti pour la première fois au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et tout, donc c'était un peu pour faire un peu cette comment on appelle ça, cette interlude là, parce que il faut toujours rectifier un peu les choses et tout. C'est une vieille vidéo qu'on a enregistrée il y a de cela 4 ans, 5 ans. Je suis en train de la remonter et j'ai vu cette erreur-là. Non, c'était le Maroc qui était la première équipe en 86, si je me trompe pas. Donc ça a beaucoup... Et surtout comme ça représente, tu sais, comme à l'extérieur, l'Afrique a une image un peu... C'est-à-dire comme on est toujours comme les petits poussets. Voilà. Donc forcément, quand on arrive dans une compétition où on est performant, le public se prend d'affection. Comme il y avait le public qui s'était pris d'affection pour même pas seulement le public qui était dans tout le monde. Ouais. C'était le Cameroun était le chouchou de la compétition. Ouais. Parce que tu vois, quand il y a le petit pousset toujours, tout le monde est derrière. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il y avait un engouement sans précédent en Afrique pour l'équipe du Cameroun. C'est pour ça. Même jusqu'à aujourd'hui, quand bon, pour nous qui sommes au Sénégal, dès qu'on dit qu'on est Camerounais, les gens d'une certaine génération disent ah ouais, lui parle toujours de Roger Villa, il parle toujours de ce mec là. Donc c'est un peu là, ça a été le point de l'apogée de toute cette génération. Là. Et je pense qu'après dans les années 90, ça a été. Puis il y a eu après la Coupe du Monde 90. Je pense que c'est des problèmes. Bon, on avait toujours ça, des problèmes de gestion. J'ai assuré certains buts décisifs. Donc oui. On chute. On monte d'un cran. D'accord, on chute à la CAN 92, qui n'est pas également... Toujours, on peut s'en mordre les doigts, on peut toujours avoir une pincette et se dire, c'est la continuité de l'équipe 90, donc forcément, on peut se chercher sur cette vague de réussite là, au Sénégal ou en 92. Ouais, la CAN là... Il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Le classement vient parfois des Yaoundé, nanani, nanana. Ouais, mais... Le Cameroun à l'époque ne pouvait pas jouer un match sans problème. Les problèmes de mais je crois que ça serait exacerbé dans les années 90 parce que à cette période-là, je crois que les considérations financières commençaient déjà à devenir très importantes à partir de la Coupe du Monde 90. Ça, c'est mon analyse. Donc, et maintenant, je me dis que les dirigeants alors se sont plus concentrés sur l'aspect financier des choses par rapport à... Au lieu de construire quelque chose de durable pour maintenir un peu cet état de performance. Je pense à... Tout récemment, j'ai entendu Deep Hakem, je le cite, revendiquer les primes du mondial 90, les primes de match. 90 90. Non, pas les primes de match. C'était dans quoi? Non, je crois que c'est en 94. Quoi. 94. Oui, c'est les manques à gagner, pas les... Les manques à gagner. Est-ce que toi aussi tu revendiques ces mêmes manques à gagner de 94? Bien sûr. Ça veut dire que nous sommes en 2017, les manques à gagner du mondial 1994, donc il y a 23 ans, vous ne les avez pas encore touchés. Je jure devant Dieu et tous les hommes que je n'ai jamais touché mes manques à gagner de la Coupe du Monde 1994. Voilà. Qu'est-ce que la fédération vous répond lorsque vous revendiquez? Non, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard parce que j'ai eu à rencontrer l'ancien vice-président, un des anciens vice-présidents du temps de IA qui était venu chez moi. J'ai eu à rigoler avec lui. Il dit, mais vous me devez de l'argent. Il me dit, mais André, toi aussi, est-ce qu'on était là? Donc il n'y a pas la continuité dans l'administration du football camerounais. Ça veut dire que chaque équipe s'en va avec ses arriérés, c'est ça? Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, vous venez de l'entendre, les Lions indomptables des années 90 revendiquent encore de l'argent qu'on leur doit. Non, moi je ne revendique pas, j'ai dit, le match m'a posé la question. Et je te dis que je ne l'ai jamais reçu. Il y a la majorité des gars n'ont pas reçu. Enfin, la fédération est encore redevable. Donc, je n'ai pas revendiqué, mais quand tu me poses la question, je te dis que je ne les ai pas. On ne t'a pas versé cela. Donc, on aurait dû te verser. Voilà. Alors. À cause de ça qu'on a eu une longue période de disette dans les années 90. Après la Coupe du Monde 90, si tu remarques ça, après la Coupe du Monde 90, que les choses commencent à se gâter. Parce que c'est là, il y a eu
l'appui financier, la Cameroun ne faisait rien, n'a jamais rien foutu. On va pas faire comme si les mecs ont construit et autres. Chaque fois qu'on a eu le truc, ça fait peut-être choquer de dire ça. C'est soit une génération qui sort de nulle part par rapport à un club comme le Canon de Yaoundé, soit un gars blanc qui se prend de la flexion pour le football, un peu comme appelle Jean Maguio avec la Côte d'Ivoire. Jean-Vincent, sans Jean-Vincent, le football camerounais n'existe pas. Moi, j'ai pas peur de dire ça. C'est un blanc qui a fait que le football existe. S'il n'était pas là. Dans les années 90, en 92, je crois qu'on s'arrêtait en quart de finale. Non, c'était en quart de finale. On perd contre la Côte d'Ivoire au tir au but, non? À la CAN 92. 94, on se qualifiait encore pour la Coupe du Monde, mais là, on est. Non, là, c'était le désordre. On avait Henri Michel qui était notre coach, non? Donc là, on n'avait pas encore sélectionné Roger Milan. Il avait plus de 40 ans. Donc, 44 là, je crois. Oui. Donc là, il y avait eu, en plus de ça, il y avait eu beaucoup de problèmes avant la compétition. Il y avait eu une affaire célèbre de mallette qui s'était perdue. C'était Lambert qui était. Non. En fait, c'était les primes des joueurs. Le ministre, ils avaient pris un vol et le ministre a dit que la mallette s'est perdue. Entre Paris, je crois que c'était Paris et une autre région. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est passé l'argent des primes. Donc les joueurs étaient partis là-bas sans être. Mais bon, ça va se répéter dans plusieurs. Oui, mais moi, j'ai pas tous les éléments exacts en tête, mais c'était qu'il y avait une histoire de mallette. Les primes se sont perdues. C'était bagarré avec quelqu'un. Il y avait plein de problèmes pendant la Pour mettre un peu dans le contexte de cette histoire de la mallette là, en fait, c'était un moment donné entre 90 et 94 où on va dire un peu le Cameroun, le franc CFA avait été très dévalué et tout, et le gouvernement disait qu'il n'y avait plus de caisse de l'État pour pouvoir aider, soi-disant même les fédérations, d'aider un peu le Cameroun, l'équipe du Cameroun qui allait se qualifier pour la Coupe du Monde 94. Il y a eu une opération un peu coup de cœur où tous les habitants du Cameroun, de toute couche sociale et autres, et tout, ont cotisé pour pouvoir payer un peu les primes que les joueurs devaient avoir. Maintenant, le ministre qui avait été assujetti à ça, monsieur Conchu Komuli, avait soi-disant donné une mallette, soi-disant, qui contenait tout l'argent qui avait été récupéré de cette fameuse grande tontine. Il y avait les deux, et l'argent avait complètement disparu entre Paris et les États-Unis. L'argent a disparu, tout. On n'a jamais fait de poursuite judiciaire, on ne sait pas comment les tuer. Les mecs n'ont même pas jamais reçu leur prime. Et comme vous le voyez, c'est ce genre de truc-là qu'on vit depuis la nuit des temps dans fédération, ministère de notre pays. C'est ça qu'après on a encaissé des roustes. On a fait d'abord le premier match, on avait fait contre la Suède de Thomas Boni. On avait fait 2-2, c'était encourageant. Puis après c'était le début, ça a été 3-0. Et puis il y a ce match contre la Russie là. On a perdu 6-1. C'était horrible. Après les mecs qui crient parce que Roger Mina avait marqué un but à 40. C'était ça notre highlight, c'était Roger Mina a marqué le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde à 42 ans. Bon, c'était n'importe quoi. On est sorti lamentablement au premier tour et après bon, on a continué notre. Il y a eu 96, on est sorti. Oui, 96. Après c'était bon. Après là c'était toute une autre phase. Dynamique. Après la Coupe du Monde 80. Non, à partir de la Coupe du Monde 94, il y a certains jeunes joueurs qu'on a commencé à. Sombana. Il y avait Sombana, il y avait Fou. Il y avait certains jeunes joueurs qu'on commençait à pister, à intégrer. Et après ça, les années 90, tu peux parler de ça. C'est la période où on appelle ça les écoles de football. Voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant. Un autre truc qui commence à naître un peu chez nous en ce moment, c'est les années 90. Dans les années 90, c'est la naissance des écoles de foot un peu fait par des mécènes un peu très riches de notre pays, genre comme Fotso Victor et comme la Caille, ça c'est qui encore Kadji. Oui, j'ai oublié son prénom. Mais Kadji, et Ototo qui fait le Victor Fotso, c'est des brasseries, c'est ça? Et Kadji Sport Academy et Ototo, c'est là où la plupart de certains gars qui vont composer la génération de 2000 sortent. Je crois que Jitab sort de là-bas. Jitab, il y avait Eto. Eto sortait des brasseries, après il était parti à la KSA. Et Sambana sort des brasseries. Je pense, oui. Oui, il faut aussi.
Non. Est-ce que Fou était là-bas? Non. Fou était dans les brasseries, non? Oui, Fou était dans le centre de formation de Canon. Je crois que son club formateur c'était Fogap. C'était Fogap, hein. Je pense. Je sais pas. Après, il avait joué au Canon. Oui, il avait commencé au Canon, ouais. Donc je pense pas qu'il était là-bas, mais en tout cas il y avait Sorbana, il y avait Olembe. Olembe c'est la Kaïsa ou les brasseries? Moi je confonds. Parce que c'était les deux qui sortaient, la Kaïsa là-bas. C'est parfois qu'il y avait des joueurs qui quittaient de là. Fou n'était pas là, il était à Fogap de Yaoundé. C'est là-bas il a commencé. Il était d'abord à Union de Garoua, après il est parti à Fogap. Mais avant, c'était ça. Même Kamini à un moment donné. Kamini, comment il s'appelle encore? Djemba. Bon, ça c'est encore pas encore plus loin, mais à un moment. Je crois aussi était là-bas. Oui, ça c'est les joueurs qui vont venir même après 2000 ans, tu vois un peu. Mais c'est ces deux centres de formation là. Et c'est des initiatives personnelles, c'est pas fait par la fédération, c'est pas fait par l'État. C'est pas fait par l'État. Je crois que la Cadisport Academy avait. Il y avait comme Angibo aussi était là-bas. Oui, bon là c'est pas un joueur. Bon, c'était pas les joueurs, et le fils de comment il s'appelle encore là? Le fils du humoriste là. Ando. Oui. Non, il ne vient pas de là. Il ne vient pas de la Cadisport. Non. Je pense pas. Joseph Milo, je pense pas. Oui, il venait pas de là. Est-ce qu'il y avait un partenariat entre l'équipe fils de Neuchâtel et la Cadisport? Non, je peux vérifier. Tu disais Ndo, hein. Non, il était à Coton Sport. Il était à Coton Sport. Après, il était parti à Neuchâtel parce que je savais qu'à l'époque, il jouait à Neuchâtel Xamax. Donc, on avait ces deux équipes-là. Donc, c'est ça qui permet. En ce moment, il y avait quelque chose qui se construisait là. Et c'était le fait des mécènes. C'était pas le fait de la fédération, c'était pas la fédération. C'est des mécènes qui avaient eu cette idée de dire ils étaient partis à l'étranger, ils avaient vu un peu comment Clairefontaine, ils ont vu comme ça. Ils ont vu Clairefontaine et autres. Pourquoi ne pas faire ça avec le Cameroun? Répéter ce même modèle. Oui, avec le Cameroun. Et c'est ça que les joueurs ont commencé à sortir de là. Et la Coupe du Monde 98 est un peu le laboratoire de ça. C'est un peu comme on a parlé tout à l'heure de 82. Non, c'est pas, c'est 78 même. Oui, avec le canon. Oui. Avec le canon. C'est un peu le laboratoire maintenant de ça. Et qui vient avec le laboratoire de ça, qui commence à comprendre de ça? Claude Leroy, qui était déjà qui avait été notre entraîneur en 88. Il revoit ça, il dit il y a ces petits jeunes là, et il commence à sélectionner. Il y a Eto, vient à la Coupe du Monde. Il y avait Eto, il y avait Olembe, il y avait Fou, il devait être là, mais non, Fou, il devait être là. Oui, il devait être là, mais il s'était blessé. Il s'était blessé avant la Coupe du Monde. Janka était là. Dita n'était pas là. Lorraine n'était pas encore là. Lorraine était là en 98. Non. Ah oui, attends. Mais Lorraine ne vient pas de la Cadisport Academy. Oui, non, mais je veux dire, les joueurs. Il prend des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui composent les 98. Et il y a beaucoup de gens qui disent de la Cadisport aussi parmi là-dedans aussi. Donc il commence à faire un peu le même truc que Jean-Vincent un peu. On a une Coupe du Monde un peu mi-fit, mi-raisin. C'est-à-dire, on se dit qu'on aurait pu se qualifier. Au deuxième tour. Mais ça s'est joué. C'était le match contre le Chili, je crois. Il y a d'abord le match contre l'Autriche, là on fait un nul bidon. 1-1, on fait un nul avec le truc de Polster, tu vois un peu. Le but à la de Janka qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde. Et après notre troisième match contre. Le deuxième match, on passe contre l'Italie, on a perdu 3-0. Le match contre le Chili qui se joue à. On avait perdu quoi? On avait fait 1-1. Et il y avait le but de Mambi qu'on avait refusé et autres et tout là. Est-ce qu'il y avait pas hors-jeu sur le truc là? C'est pas hors-jeu, moi j'aime pas les. Moi je vois qu'il y avait hors-jeu. Moi j'aime même pas les débats comme ça là. C'est les débats de. Après les mecs étaient encore partis dans une sorte de polémique bidon en disant que oui, c'était parce qu'il y avait c'était simultané avec le Maroc qui devait se qualifier. Et il y avait eu le pénalty que la Norvège contre le Brésil avait eu. Je me souviens. Dans le truc. Donc, les gens partaient dans leur théorie bizarre, du complot. Donc là, mais, ce qu'on peut dire dans la Coupe du Monde 98, c'est moi je l'ai fait un peu en parallèle avec la France à la Coupe d'Europe 96. C'est-à-dire, c'était le laboratoire de la génération qu'on allait voir. Qui allait dominer. Qui allait dominer après. Parce que tous les joueurs là sont sélectionnés par. Plein de joueurs sont sélectionnés par. Claude Leroy et autres et tout. Et après Claude Leroy en partant, il a même Pierre Lechamp. C'est lui qui a même Pierre Lechamp. Il dit que vous devez aussi, c'est un gars que je connais très bien, autres et tout. Et Pierre Lechamp continue le travail, tu vois un peu, de Claude Leroy. Et c'est ça, là, on voit les fruits à partir de la CAN 2000. On gagne la CAN 2000. Donc la CAN 2000, ça se joue au Nigeria et au Ghana. Oui. Dans le cas, le Cameroun dans cette compétition, il n'est même pas un favori, un grand favori. Donc, mais au fur et à mesure que les matchs avançaient. On peut même parler de l'anecdote un peu de.
Oui, que c'est Job qui... Dans le truc avec Ghana, avec Job. Oui, donc en fait, pendant la CAN 2000, Eto'o n'est même pas titulaire dans... Parce que la star, après, c'est lui qui devait être la star du soccer. C'était Job. Oui, Job, en fait, lui, il jouait en France, il jouait à Lyon, à Lens. Donc, c'était lui qui était un peu considéré comme la note attaquant. Bon, c'était un beau note attaquant, mais le jeune qui venait derrière, c'était lui. C'était Job, c'était Joseph Job. Mais pendant la compétition, pendant le premier match, il tombe malade subitement. Et c'est là où on insère Eto'o. Mais c'est là où Eto'o découvre sa première compétition. Il avait 19 ans à l'époque. Il avait 19 ans. Oui, bon, il avait 19 ans. Il avait 19 ans à l'époque. Et c'est là où il se révèle vraiment en Afrique. Il était à l'époque, est-ce qu'il était toujours au Real Madrid? Il était à Leganés, je crois. Il était à Leganés. Il était prêté à Leganés. Et c'est là où Eto'o se relève à la compétition. Les deuxièmes meilleurs buteurs avaient égalité avec Mouvement. Vous avez 4 buts. Et c'est Bartlett qui était le meilleur. 5 buts. C'est là où on gagne notre première compétition et c'est là. Non, c'est la 3e CAN déjà. Non, je veux dire, c'est là où on gagne. La génération. Cette génération-là gagne la compétition. On était vraiment pas les favoris. Oui, quand la compétition débutait, le Cameroun n'était pas favori de cette compétition. On la gagne. Et c'est notre 3e CAN. Et je crois qu'on a conservé cette CAN-là. Ah oui, parce qu'il faut expliquer qu'après, quand tu remportes 3 CAN d'un même format, tu conserves la coupe et on doit changer la coupe. C'est pour ça qu'à partir de 2002, si les gens remarquaient bien le trophée, comment on nous a remis en 2000, non, je n'ai pas le nom en tête. Le trophée qu'on nous a remis en 2000, c'est pas le même qu'on nous a remis en 2002, parce qu'on avait changé le format. Donc on a un truc, et c'est là où le processus de domination du Cameroun, la deuxième, après les années 80, c'est la deuxième phase de domination du football camerounais. Même s'il y a eu une petite interlude avec 2001 avec les problèmes, tu te rappelles un peu les éternels problèmes. Ah, le fait qu'on ait changé Pierre Lechamp. Pierre Lechamp qui était notre entraîneur, on avait changé encore pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est qu'en 2000, on est les Jeux Olympiques 2000. Ah, c'était un entraîneur continué encore même ça. Oui, c'est ça, c'est la continuité en fait. Donc, pendant les Jeux Olympiques 2000, le Cameroun gagne les Jeux Olympiques 2000. Avec la base de l'équipe de Dakar. Oui, bon, c'était pas. Il y avait beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup de gens, mais la base c'était. Il y avait Didab, Etamé, Eto'o, Boma. C'était la colonne vertébrale de l'équipe nationale. Il y avait beaucoup d'autres joueurs. Oui, il y avait les Mbami, il y avait les Kamini, il y avait autre, mais qui est la colonne vertébrale? C'était les joueurs de la CAN 2000. Donc, on remporte les Jeux Olympiques 2000 et pendant cette compétition, l'entraîneur c'est un Camerounais, c'est Jean-Paul Apollon. Et maintenant, après la compétition, il y a maintenant une volonté du public de voir un entraîneur camerounais entraîner l'équipe nationale. Donc maintenant, la pression commence à se faire et les dirigeants se disent qu'on doit remplacer Pierre Lechamp qui a gagné la CAN avec l'équipe senior par Jean-Paul Apollon. Et Pierre Lechamp reste toujours quand même directeur technique national. Oui, mais on le remplace par Jean-Paul Apollon qui a gagné les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. Avant l'arrivée de Jean-Paul Apollon, le Cameroun avait gagné tous ses matchs. 3-0. C'était tout 3-0, on n'encaissait même pas de but. Et maintenant, dès qu'on a remplacé Pierre Lechamp par Jean-Paul Apollon, je crois qu'on avait fait le match nul. C'était d'abord 1-0. 1-0. Le public commençait à dire, mais on a plus de 3-0 habituel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1-0. Après, dès qu'il y a eu le match nul, je ne sais plus c'était contre quelle équipe et autres. C'est là où ça a été le pugilat. On a voulu directement. On a voulu insulter et on a remis Pierre Lechamp sur la Coupe des Confédérations. La fédération, c'était quoi, 2000? La Coupe des Confédérations et autres, qu'on joue en 2001 contre le Japon. Là, on part au Japon pour la préparation pour la Coupe du Monde. Et on se fait lamentablement sortir au premier tour. Et autres, tu te rappelles, le Japon. En 2001, oui. Avec Suzuki. Alors que pendant la compétition, on pensait que le Cameroun allait, je sais pas faire quoi et autres et tout. Parce que justement, il y avait eu ces troubles-là. C'est-à-dire ils avaient comment on appelle ça, dérangé la tranquillité qui s'était installée dans l'équipe en fait. C'est-à-dire le Cameroun était comme un peu une ligne droite. Où tu es dans la tranquillité, tu conduis ta voiture. Tu sais que tu vas après les gars, bon, stop, on va changer le moteur, on va changer le moteur, on va changer le chauffeur, on va changer tous ces mecs-là. Et après maintenant, ça crée le bordel parce que les gars, les passagers se disent mais maintenant c'est qui nous dirige et autres et tout. Le moteur là il va même pas trop vite. Donc là, on est après la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations 2000. Le chantre perd encore son poste parce qu'il était revenu. Il faut expliquer que quand Akono revient, Pierre Lechamp revient, perd son poste.
Je crois qu'il les retourne d'Étienne ou non, il était parti. Je crois que le DTN, il y avait à une époque où c'était Robert Corfou, je ne sais plus. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans la territoire nationale en fait. Donc, on est quand même en 2001. Et là, maintenant, c'est là où on voit l'arrivée d'un autre entraîneur allemand qui est Schäfer. Donc, c'est avec Schäfer qu'on part à la CAN 2002. Oui, donc tu peux un peu expliquer ce qui se passe pendant la CAN 2002, c'est la CAN où l'équipe nationale, je pense que en 2002, l'équipe nationale de cette génération-là était la plus forte. Ils sont au sommet de leur physiquement. Bon, je n'aime pas dire trop technique parce qu'il n'y avait pas vraiment des grands techniciens, mais tactiquement, physiquement, l'équipe était hors du commun. Le truc était tellement tel que les gars, c'est comme s'ils étaient en. Je me rappelle le match contre le Congo, le premier match qu'on fait contre le Congo. C'est comme s'ils étaient en mode, comment on dit ça? Gestion. Gasoil, c'est-à-dire ils appuyaient l'accélérateur quand ils voulaient, ils calmaient quand ils voulaient. On a tellement dominé cette compétition qu'on n'a même pas encaissé un but. On n'a même pas encaissé un but et autres. Et malgré le fait que pour moi je trouvais que l'équipe du Sénégal pratiquait un meilleur jeu que nous. Et autres tour, on a réussi à gagner cette compétition sans avoir encaissé un but. Parce que les 1-0, 1-0. Non, mais c'était 1-0 parce qu'ils choisissaient de mettre 1-0. Quand il y a eu le match contre le Mali, où ils ont mis le turbo là, ça a été 3-0, emballé, pesé, aller dormir quoi. Tu te rappelles ce qu'on disait le match contre le Mali, peut-être le match contre le Mali, le Bassala Touré. On disait ouais, les mecs bon. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine appréhension par rapport au fait que le Mali c'était d'abord chez eux, la compétition se jouait chez eux, et il y avait un certain engouement avec l'équipe Mali. Il y avait l'équipe, les Bassala Touré, Seydou Keita, et autres et tout, Bakayoko, tout le monde commençait à faire les hauts. Ça a été 3-0 vite fait, emballé, pesé et autres. C'était une domination parce qu'ils avaient un style allemand vraiment. On sentait que vraiment la patte de Schäfer était là parce que l'équipe était physique, l'équipe était dense. On peut dire un peu, si tu veux, un peu comme l'équipe de Chelsea de Mourinho là. L'équipe de BCD. Ou l'équipe de Lyon des années Gérard Houllier. Gérard Houllier, tout là où c'est dense, physique avec des joueurs un peu. Alou Diarra, Mamadou Diarra c'était un peu fouet. Essia c'était un peu qui si on peut dire ça. On ne peut pas faire des assimilés mais le style global de l'équipe était oppressif, il se venait, il te transfert physique, ce qui fait que physiquement tu n'arrivais pas. Même si tu étais, c'est ça qui faisait, même si tu étais plus technique, parce que le Sénégal était beaucoup plus technique que nous. Mais c'est ça qui a fait qu'on gagne. Moi je trouve que c'est l'apogée de cette génération là. 2002. Et c'est la canne la plus aussi ennuyeuse hein, parce qu'il n'y a pas de but. Boma est venu avec 3 buts. C'était Boma, Olembe et. Olembe était meilleur buteur pendant ce temps. Oui, Boma et Olembe sont meilleurs buteurs avec. Il y avait 3 joueurs qui étaient meilleurs buteurs. C'était Boma, Olembe et un autre joueur, je me rappelle plus. Ils étaient meilleurs buteurs avec 3 buts. Donc c'était une canne très ennuyeuse, mais le Cameroun a gagné ça. C'est pour ça que quand on les voyait à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2002. On se disait que mais les gars vont aller sûrement en demi, en truc et autres et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour la première fois de l'histoire peut-être du football africain, avant la Coupe du Monde, avant une Coupe du Monde, une équipe africaine partait comme favori. Bon, c'était pas favori, je pense. Le deuxième lot. Outsider. Regardons quand même les mecs. Parce que les favoris c'était la France, l'Argentine, c'était la France et l'Argentine. Voilà. Et maintenant il y avait des outsiders. Le Cameroun faisait partie de cette deuxième catégorie là d'outsiders. Quand on se dit ils sont pas favoris, mais il faut faire très attention à eux parce qu'ils peuvent poser les problèmes à beaucoup d'équipes en fait. Donc pendant la CAN 2, la Coupe du Monde. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas fait un sujet même un peu sur ça. Ça s'appelait la blessure, si je me trompe pas, qui parlait justement qui faisait un peu allusion à cette Coupe du Monde 2002 et la position de Cameroun, comment elle était. C'est-à-dire, je me rappelle qu'il y avait une situation où Eto'o parlait qu'on était favori pour la 2002 dans le podcast de Tchouaméni, si je me souviens bien. Et la réaction de Tchouaméni avait été tellement particulière que j'avais fait une vidéo qui expliquait ça. Dans ceux qui veulent une explication encore approfondie de comment était la Coupe du Monde 2002, les états de fait, comment le Cameroun était perçu là-bas. Vous pouvez le voir sur mon sujet. Je pense que c'était la blessure et tout. Je le mettrai en description. Le lien en description. On reprend le cours des événements. En 2002, là. Explique aussi le contexte parce que le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus bien. Il y avait un contexte aussi, le même truc, le problème de. Ah, moi, ça s'est passé dans toutes les compétitions. Oui, mais il faut quand même toujours raconter. Pourquoi moi, un peu
le même pattern qui revient. Parce qu'il y avait encore eu un truc de malaise. Hein. Il y avait un truc de prime. Donc ça s'est répété pendant toutes les compétitions. Et les gars ne sont pas venus, ils n'ont pas eu fait de préparation en fait. Ils n'ont carrément pas fait de préparation parce qu'ils faisaient la grève par rapport à un prime de match qui n'était pas venu. Avant même le match contre l'Irlande, la conférence. Premier match. Oui, il n'y a pas de préparation réelle de l'équipe et autres et tout là. Les seules préparations qu'on a eues, c'était les matchs. Tu te rappelles les matchs qui se déroulaient avant le match Corée le match contre l'Argentine. Même pas le match contre l'Argentine, le match après. Les matchs qui se déroulaient en Corée là. Parce qu'il y avait des matchs avant. Par exemple, les matchs où le Zidane se blesse. Oui, avec Zidane, les matchs en Corée là. Et autres et tout qui étaient les matchs amicaux. C'était ça nos matchs de préparation. Hein. Le gâchis, parce que ma deuxième défaite la plus blessante, ça a été contre l'Allemagne pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Pourquoi je suis blessé? Parce que quand on arrive en Allemagne, moi intérieurement, je sais qu'on est en demi-finale. Je suis persuadé qu'on a le potentiel. Comment pouvais-tu penser cela vu comment vous étiez traité? Pour arriver au dernier carré. Le mauvais traitement n'arrive malheureusement que juste avant la Coupe du Monde. Oui. Le seul avion qu'il y a pour faire la ligne régulière Europe-Afrique. Oui. Et nous, on perquisitionne, on réquisitionne cet avion. On réquisitionne cet avion pour nous transporter au Japon. Alors que la FIFA paye des billets d'avion pour une grosse délégation en business class et qui a juste à prendre ce billet d'avion pour partir. Maintenant, nous, on n'est plus malins. Comme on a trop d'argent, on préfère prendre cet avion. L'argent du... Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est à Paris, est incroyable. À l'époque, on est en francs. Oui. Et on nous promet une prime de match, une prime de participation. Le ministre nous promet... Non. Nous discutons et obtenons du ministre une prime de participation de 15 millions par joueur. D'accord. 15 millions de francs français. Non, CFA. De francs CFA. D'accord. On est déjà à l'euro à l'époque, 2002 on est déjà à l'euro. D'accord. Arrivé à Paris, là où on doit nous libérer, on nous explique que c'est plutôt 10 millions. Alors que le pacte est... voilà. Le ministre, lui, il est au Cameroun. On est 22 lurons. Ça fait quand même mal. Et là, on dit, on s'entraîne pas. Oh, avant l'heure. On part. On dit au coach, on s'entraîne pas. On va faire un entraînement. On est aux alentours de Roissy, parce qu'on était à partir de là. Et on fait, encore une fois, une séance entre nous sans les coachs. Pour montrer là-bas. Et moi, j'essaye d'expliquer aux gars. J'ai joué au Japon. Je sais ce que veut dire partir jusqu'au Japon avec les 8 heures de décalage horaire. La difficulté d'absorber ce décalage horaire. J'explique aux gars, partons, ça ne changera rien qu'on demande de l'argent à Paris ou au Japon. Et les gars convaincus, non, 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 si on l'a pas, on l'aura pas, etc. Ouais. Surtout qu'il y avait déjà des antécédents. Le ministre m'appelle, je lui explique que moi je veux bien partir. J'ai dit à mes coéquipiers, mais je suis solidaire de mes coéquipiers, je ne peux pas partir seul. Mes coéquipiers disent qu'on ne bouge pas. J'essaie de l'expliquer, on ne bouge pas. Pendant ce temps, vous savez, IATA, la régulation aérienne, un pilote, c'est pas une voiture. Il prend pas sa voiture, il s'en va. Il doit donner son plan de vol. Il le dit une fois. On l'utilise pas une deuxième fois. On l'utilise pas la troisième fois. Ils ont dit, vous savez quoi? Vous deviez aller comme ça. Ben, vous allez faire comme vous voulez, mais vous ferez pas comme ça. D'accord. Ah, je comprends ce que Samuel explique à Didier Drogba. Donc, ce qui se passe, c'est que notre avion qui nous attend sur le tarmac de l'aéroport part 3 jours plus tard. Il n'y avait pas eu de préparation réelle. Les joueurs s'étaient rencontrés là-bas.
C'était ça, c'était tellement grave que les joueurs se sont rencontrés là-bas en Corée. Les matchs de préparation, là, c'était les binômes matchs amicaux là, avant la Coupe du Monde. Là. Les matchs amicaux en Corée, là, qui se déroulaient en Corée, au Japon, là, on avait eu. C'était très grave. Là, c'était encore pire que celle de 94, il y avait la mallette. Je trouve que c'était même pas pire, pas par rapport au fait que, comment on appelle ça, que la gestion était encore plus mauvaise. Je pense que c'était pire parce que là, pour une fois, on avait l'occasion d'être très compétitif. Je pense que c'est ça qui rend ça pire. C'est ça qui rend ça pire parce que je dis, mais c'est encore ça qui nous a foutu encore dans la merde. Parce que je dis, là, on avait l'occasion peut-être même, parfois même des gens disaient, on peut gagner même la Coupe du Monde là. Qui sait? On aurait pu être très loin dans cette Coupe du Monde là. Mais la préparation a été monumentalement dégueulasse. Dégueulasse de A à Z. C'est une temps là. Mais que ça tombe à ce moment où on est au pic. Je pense que dans l'histoire de notre foot, on n'a jamais été autant au pic du foot. On est capable de regarder les mecs comme ça de droit aux yeux. Je me rappelle même le match contre l'Argentine. On avait fait 2-2 et autres et tous les gars disaient les mecs là peuvent nous gêner. Les mecs là peuvent nous gêner et autres. Mais ça a été lamentable. Dans la Coupe du Monde de 2002, là où on va sortir au premier tour. Avec 4 points. Avec 4 points, on a fait. C'était pas un match qui s'était passé là. On a fait un match nul contre l'Irlande. Après le deuxième match, on a gagné l'Arabie Saoudite. Et le troisième match, on perd l'Allemagne. L'Allemagne 2-0. J'ai encore l'action de l'Olympique. L'Olympique ira devant 4 qui se chie dessus devant Oliver Kahn. Parce que Oliver Kahn gagne à ce moment, le gars se chie dessus. Après, j'ai encore cette action dans ma tête. Donc, ça a été vraiment. Moi, je pense que. Puisque l'échec de 94, ça c'est le pire échec. L'échec de 94, c'est pas un échec. On n'est pas arrivé là-bas en ayant des attentes. Pour moi, ça reste tout. C'est le gros échec. 2002, c'est le plus grand échec. C'est le plus grand échec de l'histoire du football parce que là, on est passé à côté de quelque chose. On est passé peut-être à quelque chose qui aurait mis pérenniser notre foot, mais. Bon, ça, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas avec les dirigeants là. Mais je me dis que cette génération-là aurait eu. Je sais pas, ça aurait mis cette génération une telle. Tu sais, quand tu gagnes une compétition, c'est ça que les gens ne savent pas. Quand tu gagnes une compétition, surtout quand tu as déjà gagné les autres, si tu gagnes une compétition comme ça, ça te met dans un niveau de confiance. Tu vois un peu, ça te met à un niveau de confiance qui nous permet de. Je te dis que même 2006, on part là-bas avec un autre état. Il n'y a pas tout ce qu'on voit après. Il n'y a pas le bordel 2004, il n'y a pas le bordel 2006, il n'y a pas ce bordel. Parce qu'en fait, 2002, cet échec-là, ça va représenter un peu comme la fin. Le football camerounais. C'est un peu comme si c'était la fin du football camerounais en fait. C'est la fin même. Parce qu'après, il y a eu 2004 où on a raté notre compétition. Contre le Nigeria. 2006, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et on perd encore le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. À la Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, il faut qu'on parle un peu de l'intermède de la CAN 2008. Donc, tu peux un peu expliquer ce qui se passait pendant cette compétition-là? C'est qu'est-ce que je me souviens bien encore, c'était quoi? Il n'y avait pas, on avait, je crois que en termes de préparation aussi, parce que chaque fois c'est toujours ça le problème des premiers matchs, le problème. On avait littéralement pas d'entraîneur, je crois. Si c'était qui l'entraîneur de l'époque encore, c'était. Qui était l'entraîneur avant que le Congo l'avienne? J'ai oublié. Il y avait un entraîneur qu'on avait viré. Oui, je me souviens plus des noms. Après, on a mis, comment il s'appelait le blanc là? Otto Pfister. On a mis un mec qui ne connaissait même pas l'équipe, qui ne connaissait même pas le truc, qui connaissait rien. Il est venu remplacer, je ne sais plus quel coach on avait remplacé, je ne sais pas si c'était Harry Anne, je ne sais plus, parce qu'il y en a eu un moment donné tellement de coachs. Il est venu, il a découvert les joueurs. Le deuxième, je crois que c'était le premier ou le deuxième match. Le premier match contre. J'ai plus le souvenir des rencontres. Mais en tout cas, c'était un entraîneur qu'on avait placé là. Placé là, et autres, parce qu'on disait en gros, c'était Mila qui faisait aussi. Parce que Mila était dans la. Il n'était pas dans le staff, mais il était dans l'entourage. Dans l'entourage de l'équipe, on disait que c'était Mila qui faisait plus ou moins la tactique de l'équipe. Et il faut aussi parler, ensuite, dans cette période-là, il y avait une guerre intestine entre ceux qui étaient considérés comme les cadres. Non, c'est pas maintenant. C'est pas 2008. C'est pas maintenant que c'est là où il y a Rigobert, on veut d'abord à un moment donné l'enlever, après on le remet. C'est pas en 2008. C'est en 2010 ça. Ça c'est 2018. Ça c'est 2010 ça. Ça c'est 2010 ça. En 2008 encore le 984. Bon, faut expliquer un peu ce que c'est. Le 984 c'était la colonne vertébrale de l'équipe restante de l'ancienne génération des années 2000. C'est-à-dire Eto 9. Dita 8 et son Bana le 4. Donc quand on dit que la 2008 c'est un peu le comment on appelle ça, le point d'orgue un peu de
Cette génération-là, c'est là, on va dire de 1984, parce que c'était encore les 3 vainqueurs des anciennes compétitions. On a même sauté la finale de toutes les confédérations en 2003. Ah bon, ça c'était un intermède. Ça c'était un intermède, donc, le 984 était encore là, ils étaient encore bien trucs et autres et tout. C'est en 2010 qu'il y a les problèmes. C'est en 2010 avec Alexandre Song et tout. C'est pas maintenant. Moi je me dis en fait les problèmes là c'était venu du fait que Eto'o avait déjà une telle dimension internationale. Voilà. Donc quand il revenait maintenant en équipe nationale, la relation qu'il avait avec ses anciens grands frères, la dynamique n'était plus la même. Parce qu'il avait déjà atteint un statut qu'on n'avait jamais vu, même peut-être en Afrique, mais qu'on n'a jamais vu. Lui, il parlait avec des grands joueurs européens. Donc quand il revenait alors maintenant en Afrique, on connaît que tout un peu maintenant, on shift voilà, la dynamique de pouvoir. Mais maintenant, comme c'est aussi une question de culture africaine. C'est-à-dire, même si tu as un niveau, quel que soit ton niveau, c'est-à-dire les anciens. S'il y a des anciens qui sont passés avant toi, qui t'ont ouvert la porte, parce qu'on dit souvent que Sambana a épaulé, comment on appelle ça, Eto'o, quand il venait en équipe nationale, quand il et tout, c'est un peu lui qui était un peu son mentor, un peu au vestiaire, un peu et autres, parce que les gens ne voyaient pas ça, c'est pas seulement le terrain. Parfois il y a des gars qui t'ont apporté, quand tu venais, tu vois un peu, qui t'ont mis à l'aise. Souvent, tu vois, quand tu es peut-être un jeune, on peut te mettre à l'écart, donc toi tu es le jeune, tu dois te mettre à l'écart. Il y a des capitaines, c'est pas tous les capitaines qui te prennent comme ça. Te mettre sur leur aile. Tu te mets sur leur aile, dis ça c'est mon petit, vous ne joue pas, toi tu dois faire ça, et qui te montre la direction à faire. Donc, je peux comprendre un peu que des Sambana les prises un peu mal et autres et tout. Bon, on est en train de sauter ce qui s'est passé en 2008. On est parti en finale. Tu vois un peu, on est parti en finale, l'équipe était complètement désorganisée. Le premier match, on fait, je crois, combien 4-2. Bon, on ne va pas détailler toute la compétition. Et après, c'est là où il y a l'émergence d'Alexandre Song, je crois. Cette compétition, qui est le neveu de Rigobert Song, qui est le capitaine de l'équipe. L'équipe était carrément en pilotage automatique, c'est-à-dire c'était pris en main, auto-office et autres. On a réussi à partir en finale. Et vraiment, cette compétition marque vraiment la fin de toute la génération 2000 qui a commencé à la fin des années 90 et qui est dans le 984 qu'on connaît. Ah, c'est les restes en fait. C'était les restes, c'était le dernier coup d'éclat. On peut le symboliser même avec le match de Ghana, qui est le dernier grand match de Sambana en équipe nationale. En demi-finale, c'est son dernier grand match. Et après, bon, maintenant, c'est 2010 où il y a tous les problèmes du monde. Donc, en fait, à partir de 2008, c'est là où Eto'o est comme, comment expliquer ça? C'est-à-dire, tous les espoirs du football camerounais reposent sous un joueur, Eto'o. Et tu vois comment cette situation-là n'est pas saine. Oui, c'est pas saine, voilà. C'est pas saine de reposer tout. C'est un peu comme quand tu voyais la Suède avec Ibrahimovic un peu. Là où tu as un joueur qui concentre tout le truc, il n'y a pas de colonne vertébrale, il y a un seul gars et autres et tout. Et je crois que le truc qui a cassé, je ne sais pas quel coach, je crois que c'est lui qui avait fait ça, non? Le Gwen, non? C'est le Gwen qui casse complètement la dynamique de pouvoir en disant j'enlève le capitaine à Rigobert Song et je m'en vais le donner à Eto'o Fils. À partir de là, le bordel a pu commencer. Je pense que tout ce qu'on pouvait faire même en 2010, rien ne pouvait se marcher. Il y a une histoire aussi, la fameuse histoire des montres. Oui, tu peux un peu raconter ce qui se fait. Bon, c'était quand on s'était qualifié, donc on s'était qualifié pour la Coupe du Monde en 2010, comme on avait raté celle de 2006. Et toi alors veut récompenser ses coéquipiers et autres et tout. Les gens vont peut-être trouver ça ridicule, mais dans un vestiaire, ce genre de conneries là, c'est important. Et toi veut récompenser les nègres. Et il offre alors à chacun une montre. Il veut offrir chacun. Il organise une sorte de cérémonie où il appelle les mecs. Par exemple, Jean Demacou. Ah, tiens ta montre. C'était presque de l'infantilisation un peu qu'il avait fait un peu. Beaucoup de choses que les grands ont fait, tu comprends, non? Car tu te rends compte que, mon frère, le jour où on est venu donner les montres, le jour qu'on vient de donner les montres, tu comprends, non? Enfin, en Angola, c'est ça, non? Oui, on fait asseoir les pères de famille qui vont acheter les montres, on te fait t'asseoir. On t'appelle. Tu dois lever, ou tu te lèves là-bas, la télé te filme. Tu n'étais pas là. Et tu es là le jour là, non?
Le jour, j'ai refusé d'aller prendre la montre le jour, non. Le gars m'a dit non, va te lever. J'ai dit que je ne pars pas. Il m'a dit lève-toi, va chercher la montre là. Ça m'a énervé jusqu'à. Car, même quand. Tu sais quoi, hein? Même quand tu veux donner. Si tu veux donner quelque chose, tu comprends, non? Oui, c'est vrai. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de venir passer à la CATV, montrer que. Non, tu es assis derrière, on appelle ton nom. Mon gars, je suis Nolan. Et ça a créé, par rapport à des Gobert Song qui disaient, par exemple, qu'est-ce que les Gobert Song avaient fait? Oui, en fait, c'est ça qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette dynamique de pouvoir là. Eto'o avait voulu complètement la shifter en sa faveur. Et ne même pas seulement shifter, il voulait se placer seul sans emmener les autres. C'est-à-dire, quand tu as un leader, tu as une colonne vertébrale et autres. Par exemple, quand Fo était le leader de l'équipe nationale, il y avait Fo, il y avait Son. Et il y avait un moment, faut un peu. Il y avait un cas là aussi. Tu n'es pas seul, il y a une colonne vertébrale quand tu es un leader. Faut un peu. Tu n'es pas le seul mec qui est perché là-haut dans ton truc et autres et tout, non. Mais Eto'o, lui, il voulait être le seul gars, perché haut et tout, et ça créait un peu cette distension, même avec Alexandre Song, qui nous défendait son oncle un peu aussi, en disant que, mais qu'est-ce qui se passe avec eux, tu vois un peu. Ce problème un peu dans l'équipe nationale, et ça pour moi, ça a foutu en l'air de 2010. C'est pour ça que la compétition, je crois que ça a été même pire que 94. Mais non, ça c'est. Là, c'est la pire compétition internationale de l'histoire du Cameroun. On a eu 0 points, non? 2010. Est-ce qu'on a fait match nul pendant cette compétition? Je ne pense pas. Hein. Le premier match, on fait match nul, non? Contre qui? Bon, là, on match vous là. On fait match nul, non? Je me souviens plus très bien. En tout cas, c'était tellement 14. C'est là où il y a eu la bagarre entre. Là, on mettait Eto'o, le Gwen mettait Eto'o, côté ailier droit. C'était les gauches. Non, ailier droit, parce que comme Mourinho mettait Eto'o, ailier droit, et autres et tout, il disait que ça pouvait marcher comme ça, et autres et tout. Bon, bref, c'était une compétition de merde. On n'a rien fait de bon, on est truc. Puis alors, pas encore notre période, la période Eto'o capitaine qui est la plus horrible. Qui est horrible. C'est là où il enchaîne. Non. On enchaîne 2 compétitions, on ne part même pas. Encore 2 cas, on ne part pas. Quand il est capitaine. Je crois que quand Eto'o a été capitaine, je pense que ça a été le début de la fin. Ça a été le début de la fin. On a enchaîné 2 compétitions internationales. 2 compétitions africaines qu'on n'a pas fait. C'était 2012 et 2013. On n'a pas fait la CAN. On vient en 2014, on se qualifie pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Et là encore, c'est. Ah non, c'était plutôt que 2014, il y a eu la bagarre entre Assou Ekoto et. Oui, ça, c'est 2014. Oui, c'est 2014. Je pensais que c'était 2010 en fait. Non, 2010, la bagarre, c'est plus la bagarre interne. Il y avait les Imana plutôt. Oui, Imana. Ça, c'est 2010, non? Quoi? La guerre entre Imana et Eto'o, tous ces trucs là-bas, la guerre intestine, c'est 2010, tout ça, c'est tout ça. Et ça avait commencé à la CAN. 2008. Non, la CAN 2010. Je me souviens même plus de cette CAN. La CAN 2010, on sort en quart de finale contre l'Égypte. Ah oui. C'est à partir de là, quand on sort contre l'Égypte, quand on sort en quart de finale contre l'Égypte, que les problèmes commencent. C'est à partir de là. 2010, l'apogée avec l'histoire des montres, en fait, ça a réveillé tous les. Tu sais, souvent quand il y a les insultes sur place, ce n'est pas pour ce qui arrive maintenant, c'est ce qui est. Qui s'est développé depuis un certain temps. Et tout là, c'est comme ça un peu. Et l'histoire de la montre a sorti alors tous les rancœurs qu'il y avait depuis. Qui étaient commencés à partir de 2008. Qui s'est intensifié avec l'élimination en 2010, et en 2010 alors quand il y a eu l'histoire des montres, c'est parti au quand Eto'o a pris le pouvoir, parce que c'est Eto'o parlait avec, en fait, en 2010, Eto'o était avec le Gwen comme ça, et le reste de l'équipe était, son manager était remplacé, il était là carrément, il est venu en Coupe du Monde faire du footing, littéralement, c'était n'importe quoi, et après quand Eto'o est devenu capitaine alors, le gars a mené carrément alors le rivage encore. Donc là on est dans les années 2010. Donc là, le football camerounais est complètement dans sa période, une de ses périodes les plus sombres en fait. Non seulement on ne se qualifie même pas pour des compétitions africaines, mais quand on se qualifie pour la compétition internationale, on passe soit pour faire figuration, soit pour être ridicule. Avec ce fameux match contre la Croatie, avec Alexandre Song qui veut donner du coup de coude à Mandzukic, Assou Ekoto et Mukanjo qui se foutent des coups de tête en pleine. Non, l'image du football camerounais est absolument abominable. Et là, moi j'ai envie de dire que ça montre toutes les failles
de notre fédération depuis des années. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Parce que comme notre fédération se cachait toujours derrière des résultats, derrière des trucs un peu de mécènes, tu vois, un peu les mécènes qui créent un peu des centres de formation, et la KSA n'est plus aussi performante ou bien de la naissance d'une génération qu'un club sort, parce que c'est ça qui nous a toujours sauvés. Là, on voyait complètement l'amateurisme de la fédération camerounaise de football qui, comme d'habitude, ne paye pas les primes aux gens. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, on va un peu avancer. Après, je crois Eto'o prend sa retraite. Après, avec 2016, je crois, 2015-2016. Donc là, on va avancer jusqu'à la CAN, la CAN 2017. La CAN n'a plus. Donc en fait, comment tu peux un peu analyser la compétition? La CAN 2017, on va la gagner. Ouais, la CAN 2017, moi je la prends. Déjà, quand tu vois la CAN 2017, et je vais dire la CAN même tout court, tu comprends que le niveau africain a relativement baissé. Que les joueurs, vraiment, je me dis que l'influence de la Ligue 1 sur le football, le championnat de France, sur le football africain est devenu trop horrible parce que la plupart des coachs qu'on a, des sélectionneurs de ceux africains sont des coachs de Ligue 1. Donc ça influe un peu, c'est des gars qui sont formés à faire avec le style un peu défensif et autres et tout. Parce qu'on n'a pas des joueurs techniques, on a des joueurs, des équipes qui sont seulement plus physiques que techniques. Et moi je pense que c'est la pire CAN, 2017. Bon, avec celle qui est venue là, 2002 aussi. 2002, ouais, c'était ennuyeux, mais c'était pas là où tu voyais que le niveau technique est bas. C'est pas la même chose. 2002, c'était ennuyeux. C'est-à-dire, les mecs, ils ne se livrent pas, ils ne se tuent pas, chacun se regarde. Mais techniquement, je ne regardais pas les équipes. Quand je voyais par exemple l'équipe du Mali, par exemple, en 2002, il n'y avait pas des gars, Bassala Touré, il y avait des joueurs techniques. L'équipe, quand tu vois la CAN 2017, mon Dieu, c'est horrible techniquement. Et je pense que l'équipe du Cameroun, à part l'Égypte qui était technique, les équipes arabes étaient beaucoup plus techniques que nous, parce qu'il faut le dire, ils sont plus techniques que nous, ces mecs-là. C'est pas du truc, c'est la réalité. On a fait la compétition était horrible. Horrible. On gagne, moi je pense que c'est la pire équipe de l'histoire du Cameroun qui remporte une CAN. Je suis désolé de dire ça. Cette génération n'existe même pas. C'est le meilleur joueur, c'était le gardien. Le meilleur joueur, c'était Ondoa. Votre meilleur joueur, c'est le gardien. Vous avez donné ça à comment il s'appelle à l'autre cyborg là. Comment j'ai oublié son nom? C'est qui en Chine maintenant? Ouais, le mec là. J'ai oublié son nom. Bassogog. Vous donnez ça à ce mec Bassogog alors que pour moi c'est soit Ondoa, soit c'était Mohamed Salah. Et quand tu disais même à l'époque que Mohamed Salah, il a 50 plus de football que Bassogog, et Camerounais te tombaient sur la gueule en disant qu'est-ce que tu racontes et autres, tu n'es pas patriote, alors que non, c'est les faits. Bassogog est où? Mohamed Salah est où? Donc là, c'était comme un peu. Le fait que le Cameroun ait gagné cette compétition, ça résumait vraiment la compétition. Ça résumait parce que le niveau du Cameroun pendant cette compétition était extrêmement fort. Le match contre le Sénégal qu'on fait là, qu'on gagne là au Chiro, qu'est-ce qu'on fait? C'est le match de Ondoa. C'est le match de Ondoa. C'est le match de la défense. C'est les gars. Le jeu est tellement laid. C'était tellement horrible ce que j'ai vu. C'est-à-dire, tactiquement, il n'y avait rien. Techniquement, là, j'en parle même pas. Et je ne sais pas comment on a fait pour gagner les buts là. 9 fois sur 10, on ne gagne pas ce match-là. 9 fois sur 10, parce que normalement, on ne doit pas gagner ce match-là. C'est vraiment un coup de cul. Moi, je dis qu'on a eu trop de chance sur cette compétition pour gagner cette compétition. Et ça résume la faiblesse du truc. Et comme d'habitude, la fédération s'est cachée derrière cette victoire pour commencer à toujours croire que c'est la problème. Alors qu'il y a le même bordel, un autre bordel encore intestinal. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour vous parler de ça. C'est parce que le véritable problème du football africain, le football camerounais en particulier, c'est ça. Parce que la gestion que les dirigeants font. La gestion des dirigeants, pas de réelle politique. Pas de mise en place d'une politique avec une vision claire. Avec une vision claire. Comment on forme les jeunes, comment on les fait jouer, comment on fait jouer nos équipes nationales, comment le championnat, et aussi comment on peut travailler avec la fédération, comment on appelle la fédération? La fédération camerounaise. La fédération Fecafoot? Non, la Fecafoot c'est aussi le championnat. Ah oui, la ligue de football, la ligue de Cameroun. Oui, la ligue de Camerounaise du football, c'est la ligue et la Fecafoot, c'est pas la même chose. La Fecafoot, c'est pour la FIFA.
Donc, comment on peut former? Parce que souvent, c'est les équipes de clubs. Et autres, quels sont nos résultats en. Comment on appelle ça? Avec les équipes de jeunes. Même pas les équipes de jeunes, quels sont nos résultats en compétition africaine? On a des résultats médiocres en compétition africaine. Le Tonnerre de Yaoundé gagne depuis. Ça fait combien de temps que le Tonnerre de Yaoundé gagne? On n'a plus gagné de compétition africaine depuis des années. Depuis des années. La dernière fois qu'on a été en compétition africaine, c'était en 2000 avec le Canon de Yaoundé. Ça, c'est une fois. Une fois, et c'était il y a 16 ans qu'on n'était plus arrivé. Donc on a tellement de problèmes sur les infrastructures. On va parler même de ça, on n'a pas oublié. La CAN qu'on a voulu organiser. On a reporté là. Bon, maintenant, comme il y a l'épidémie là, je crois qu'ils vont encore repousser. Raconte notre truc de la CAN qu'on a. Ah bon, en fait, comme on avait obtenu l'organisation de la CAN, c'est 2020. Donc oui, à la base, c'était en 2020 que ça devait se passer. Ou 2019. 2019. C'est l'année passée. 2017, oui. 2019, oui. Et maintenant, la construction des infrastructures, ça s'est fait de manière très très lente. Donc, arrivé à un moment, les membres de la CAF se sont rendus compte que les installations ne seront pas prêtes au moment de la date qui était normalement fixée pour l'organisation de la CAN. Donc, on a dû attribuer l'organisation à un autre pays et nous reporter à une année ultérieure, donc 2021. Donc normalement, nous on doit maintenant organiser la CAN en 2021, alors qu'à la les choses sont même prêtes. Oui, bon là maintenant, l'état de l'avancement des travaux, ça va se faire en 2021, sauf s'il y a les trucs de corona. Oui, sauf s'il y a ça, mais dans la normalité, ça va se faire en 2021. Mais à la base, c'est en 2019 qu'on devait organiser la CAN. Et ça, c'est très honteux, parce qu'une équipe qui a gagné 4 Coupes d'Afrique, 5, c'est maintenant 5. Non, 5. Putain, je suis encore resté. 5 Coupes d'Afrique. Qui a. Combien de participations en Coupe du Monde? Combien de participations? Jeux olympiques, Jeux olympiques. On a même une paire. On existe même internationalement avec les Jeux olympiques. Finale de Coupe des Confédérations en 2003. On n'arrive pas à organiser une CAN. La dernière fois qu'on a organisé une CAN, c'était en 72. C'était il y a combien? 40 ans? 48 ans. Et maintenant, on se fait discuter, mais c'est honteux. Mais c'est tout ça résume toute la merde qui gâte notre football. On va dire que c'est tout le continent africain. Mais je pense que non, au Cameroun c'est particulier. Au Cameroun, moi je pense que c'est purement au Cameroun aussi qu'on a un délit. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe qui a autant une histoire importante dans ce continent et avoir les infrastructures qu'on a. Le stade Amadou a eu. Ça a été rénové. Bon, ça a été rénové, mais c'était pas normal que depuis toutes ces années c'était comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Les gars qui de l'Afrique qui mangent l'argent parce qu'ils mangent tous l'argent, ces mecs. C'est horrible. C'est horrible. Donc moi, c'est ça qui fait que pour moi, je pense qu'actuellement, le football camerounais a sa période. Bon, là, je crois qu'ils sont à la période. Moi, je considère ça comme la période zéro. De transition. Même pas transition. Transition, c'est quand il y a eu quelque chose et après, moi, je dis que c'est la période zéro, c'est-à-dire on repart complètement aux fondations. C'est pour ça que la CAN, normalement, ça aurait pu constituer l'organisation de la CAN. Oui. Ça aurait pu constituer une deuxième vie. Une deuxième vie, on voit un peu. On relance l'engouement du football au Cameroun. Et on peut voir un peu comment, à partir de cet engouement, on peut construire quelque chose de championnat local. Le championnat local, parce qu'il faut que le championnat local redevienne un peu. Il faut qu'on soit. Quand on voit un peu comment le tout puissant Manzembe. Et bon, tu vas me dire, ça ne résulte pas du Congo et autres. C'est une seule équipe. Hein. C'est une seule équipe et autres et tout. Mais même quand même, je pense que si notre championnat africain, si on a des équipes, pas forcément gagnées ou quelque chose comme ça, mais faites bonne figuration un peu en compétition africaine, comment on développe le football, notre style de jeu, comment on joue, dans quelle vision on doit jouer. Est-ce qu'on est obligé encore de partir à la méthode entraîneur de Ligue 1, foutre les tatanes et mettre les grands adeptes, ou on peut partir dans un autre style de football? Comment on peut évoluer par rapport à ça? Les infrastructures, comment on peut remettre encore la 4G Sport Academy et essayer de créer d'autres? C'est ça qui permettrait que le football camerounais honnête, parce que c'est ça qui nous a sauvés. Si on ne vient pas là, on n'aurait rien fait dans toute notre histoire. Je dis que si on ne fait pas attention, on risque de retomber à l'anonymat. Moi, c'est ça que je dis. Si on ne fait pas attention, là, le Cameroun, tout ce qui faisait la fierté du Cameroun et autres et tout, là, et qui est le football, n'existera plus. On a les trucs de coups de chance
une génération qui sort, je sais pas quoi là, et autres et tout là. Moi, je ne crois pas à ça encore. Moi, je crois que si on fait un vrai travail, on peut pérenniser le football camerounais à une certaine longueur, pas forcément gagner tout le temps, mais qu'on soit compétitif. Et ça vient avec une vision, ça vient avec une politique, ça vient avec ça vient pas avec des mecs qui mangent l'argent, qui se cachent et autres et tout. Après, les joueurs font le truc, ils disent bon, vous voyez, il y a le ministre des Sports qui débat, il y a arrête. D'ailleurs, même comment ça se fait que le ministre des Sports, il y a tous ces trucs politiques qui viennent dans ce pays, dans ce truc-là. Donc voilà, en gros c'était ça. C'était la vidéo, c'était pour un peu retracer l'histoire du football camerounais, ses défaillances, ses bons trucs. Et je vois quand même que il y a quand même une belle histoire qu'on a pu raconter de un truc comme là. On est quand même important dans le monde. Je crois que le football africain c'est le Cameroun. Il y a d'autres gens qui vont faire la vidéo parce qu'il y a souvent les gens qui font la vidéo. Les jours je discutais ça. C'est les chiffres. Ah, il y a d'autres qui veulent te sortir des îles. Il y a un pote sénégalais, là, il va se reconnaître, là, qui me disait que c'est le Nigeria. Oui, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Tu analyses ça en profondeur. C'est le Cameroun. Au niveau de la qualité des joueurs, des équipes nationales. C'est pas du chauvinisme. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est un fait. C'est un fait. Quand les gens passent pas du football africain, c'est le premier qu'on pense. C'est pas l'Égypte. L'Égypte, ils gagnent. Ici, en Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en international? Même quelques grands joueurs internationaux se sont révélés. Mohamed Salah qu'on voit maintenant. Maintenant, là, on est en 2018. Les grands joueurs, comment s'appelle le grand joueur d'Al-Ahly là? Je connais même pas son nom. Les Aboutrika. Même pas Aboutrika, le grand joueur d'Al-Ahly qui est président d'Al-Ahly actuellement là, c'est l'équipe de 86 de l'Égypte là, c'est ce gars là. J'ai oublié son nom. Et c'est toujours en Égypte, même Mohamed Zidane là. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Donc, en gros, c'était ça pour la vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je peux un peu mettre un peu dans le contexte que cette vidéo, il avait été faite, on va dire en 2020 et tout, en la période du Covid, si je me souviens bien. Et conditions n'étaient pas forcément nécessaires, etc. Et on n'était pas encore dans le contexte où le Cameroun avait déjà organisé la CAN. On n'était pas aussi dans le contexte aussi, là on parlait de l'équipe du Cameroun, du Cameroun qui organise, puisqu'il y a eu ce bordel un peu en 2019 où on devait organiser, les infrastructures n'étaient pas prêtes, on a donné ça à notre pays. On a organisé 2 ans, je crois. Donc cette vidéo était enregistrée un peu à cette époque-là. Donc c'est pour ça que si vous voyez un peu dans la timeline un peu des choses qui sont déjà un peu dépassées, c'était un peu pour ça. En tout cas, merci encore à vous tous et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.